Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et à présent, on s'attaque donc à un sujet brûlant, le Bitcoin. Il a fait des mouvements de dingue et on a perdu notamment 20% en un mois, une grosse volatilité qui est de retour, beaucoup de questions, beaucoup d'épargnants qui se demandent quoi faire et peut-être même le corrèle, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pour y voir plus clair, on avait besoin d'un guide. Un des meilleurs est à nos côtés aujourd'hui, Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Cédric, merci de me recevoir. Montaigne, Conseil et Patrimoine. On va poser d'abord le décor. Ce Bitcoin qui décroche de plus de 20% sur un mois. Classe d'actifs qui, bien évidemment, a habitué ses aficionados aux montagnes russes. Mais enfin, tout de même, 20%, ça se pose là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on explique ça ? Monsieur Météo, d'abord. Écoutez, déjà, je vais vous dire que le plus haut de l'année s'est fait dans une période de volatilité extrêmement basse, qui est là une première pour Bitcoin. C'est-à-dire qu'habituellement, Bitcoin fait des records dans des périodes de volatilité très hautes. Et là, pour le coup, c'était une période de volatilité très, très basse, donc c'est un peu historique. Ensuite, une baisse de 20% pour ceux qui connaissent Bitcoin depuis longtemps, ça se fait dans la journée. Donc, que ça soit pendant un mois, vraiment, c'est très peu de choses. Et il n'a jamais été caché que cet actif était volatile. Alors, les raisons, elles sont diverses. D'abord, il faut savoir qu'un marché qui a monté, il faut savoir qu'on monte pas forcément en ligne droite, mais on monte depuis quasiment la zone de 15 000, 20 000 dollars jusqu'à 120 000 dollars, ce qui est quand même une multiplication par plus de 6 du cours. Donc, qu'il y ait une respiration n'est pas étonnant. D'autre part, il y a eu différentes nouvelles qui sont venues se télescoper. Un mauvais mois d'octobre avec notamment des affaires dans le domaine des stablecoins avec Stream Finance qui a un petit peu bugué. Aussi des annonces comme quoi les entreprises qui posséderaient que des bitcoins ne feraient plus partie des indices. C'est MSCI qui a dit ça à propos de Stratégie, qui possède beaucoup de bitcoins. Donc, un certain nombre de mauvaises nouvelles qui s'accumulent et qui font qu'il y a une respiration sur ce marché. Puis, je pense aussi qu'il y a les gens qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps que ça, qui prennent peur et qui ressortent. De toute façon, ce que l'on voit, c'est que le marché chaque baisse, le marché se concentre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui vendent et encore des gros porteurs qui en profitent pour acheter. Ça veut dire que là, vous nous donnez quelques arguments qui sont, on va dire, estampillés crypto, donc dans ce monde-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Ou est-ce que c'était un mouvement propre aux cryptos ? Ou est-ce qu'il y a aussi des connexions avec la géopolitique, avec notre conjoncture, avec nos marchés plus traditionnels ? Oui, en 2025 montre une corrélation beaucoup plus forte entre les valeurs techno et Bitcoin. Bitcoin qui drive le marché. Donc, quand je parle de Bitcoin, il faut comprendre Bitcoin et les cryptos. Donc, cette année, c'est une année où la corrélation est assez forte. C'est une première, puisque j'analyse ça depuis maintenant plus de 5 ans dans le cadre des cours que je donne. Et donc, cette année, c'est particulièrement marqué. Il y a eu aussi des incertitudes sur l'IA. Et on peut dire que ces actifs qui sont quand même assez performants ou risqués, entre guillemets, ont fait l'objet d'arbitrage, là encore pour des questions de hauteur de cours, mais aussi d'inquiétude que l'on pouvait avoir, de baisse des taux qui n'arrivent pas aussi vite que prévu, de liquidité propre au marché financier qui n'est pas tout à fait là. Donc oui, il y a des éléments extérieurs qui viennent aussi interagir dans le prix actuel. Vous pointiez du doigt les petits porteurs. Alors c'est marrant parce que c'est une thématique ou un nom plutôt qu'on employait de moins en moins souvent. Peut-être que les observateurs les plus âgés vont le retrouver avec gourmandise. En tout cas, moi, c'est mon cas. Malgré tout, c'est vrai que ces petits porteurs, entre guillemets, ils étaient peut-être aussi rentrés sur Bitcoin avec une image qu'on véhicule souvent en disant tiens, Bitcoin ou les cryptos, enfin bref, c'est un peu l'or numérique, l'or des millennials, etc. Est-ce que c'est un mythe qui en a rassuré certains et qui tient encore debout, ou est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui auraient acheté Bitcoin comme on achète un lingot se sont peut-être un peu raconté une histoire ? Alors, ils se sont racontés une histoire sur le court terme, puisque nous, on a toujours dit, et on n'est pas les seuls, qu'il fallait posséder Bitcoin sur un cycle de minimum 4 ans, et que jusqu'à maintenant, les gens qui avaient respecté un cycle de 4 ans avaient été particulièrement gagnants, quel que soit le moment du cycle où ils avaient acheté. Bon, donc ce qui veut dire qu'à court terme, effectivement,
pour quelqu'un qui est en dollars ou en euros, le plus haut du Bitcoin, effectivement, est passé derrière nous. Mais par contre, il y a des gens qui ont des monnaies plus faibles, et ce qui est quand même une grosse partie des pays du monde, qui pour eux, Bitcoin n'est pas du tout en moins-value, puisque c'est leur monnaie qui se dégrade de manière régulière. Donc oui, c'est de l'or numérique parce qu'il a un certain nombre de qualités, notamment la rareté et la difficulté à produire. Est-ce qu'il est assez installé pour ne pas avoir de volatilité? Ça, ce n'est pas forcément le cas. Donc, à court terme, ce n'est pas forcément une réserve de valeur, mais par contre, dès qu'on prend un peu de moyen terme, ça l'est assurément. Alors, continuons cette discussion, mais et c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup de vous avoir régulièrement à mes côtés pour évoquer ces thématiques liées aux cryptos. C'est parce que vous avez vraiment cette casquette de conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que on n'est pas avec vous sur le corsaire qui veut spéculer à mort sur un actif à la mode. Est-ce que Bitcoin, aujourd'hui, on peut dire, il a grandi, il a mûri un petit peu, ça a sa place dans un portefeuille, dans un patrimoine, ou est-ce que ça dépend un peu du profil d'investisseur? Enfin voilà, comment est-ce que vous inscririez Bitcoin ou les cryptos les plus normales, on va dire, dans une question patrimoniale? Alors, Bitcoin n'a pas changé. C'est la perception qu'on en a qui change. Lui ne change pas. C'est toujours un réseau de paiement pair à pair, totalement indépendant. C'est pour ça qu'il agace certains, puisque c'est un moyen d'échanger de la valeur sans le contrôle d'une tierce partie. Et c'est ce en quoi sa proposition est unique. Et on peut aussi le détenir de manière directe, sans passer par un intermédiaire. Et ça ne change absolument pas. La perception que les gens en ont, le fait qu'il soit adopté par différents institutionnels, change la perception. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez le détenir dans votre patrimoine aussi bien de manière directe, ce qui est la bonne manière, que de manière indirecte, au travers d'un ETF, au travers d'un fonds. Et si c'est maintenant monnaie courante aux États-Unis, ça va le devenir en Europe, y compris auprès des banques, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, le réseau Banque Populaire permet à ses clients d'acheter aussi des cryptos, Bitcoin et quelques autres cryptos, que vous pouvez faire au guichet de votre banque, ce qui est une première, ce qui montre bien que c'est la perception qui a changé et que les institutionnels viennent les uns après les autres, comme je fais souvent dans une série de posts, tic-tac, 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 l'adoption continue. Bon, mais malgré tout, je suis désolé, je vous pousse encore un peu plus loin, tiens, Louis-Alexandre. Allez-y. Est-ce que cet actif, on peut considérer qu'il peut être utilisé pour préparer sa retraite ou pour être dans l'idée d'une transmission à ses enfants? Ma conviction, c'est que le risque est plus grand de ne pas en avoir que d'en avoir. Donc, effectivement, c'est un très bon produit retraite, mais on ne va pas faire all-in dessus. On n'est pas au casino. L'idée, c'est que c'est un actif qui a sa part pour 2 à 5% de votre patrimoine global, et il peut tout à fait, dans un effort d'épargne régulier, trouver peut-être monter jusqu'à 20% de votre effort d'épargne régulier. Le tout, c'est de le limiter en termes d'acquisition à un volume entre 2 et 5. Certains peuvent aller un peu plus, du patrimoine investi. Attention, je parle bien du patrimoine investi parce que nous, nos clients qui ont investi il y a 3 ans sur cet actif et qui ont fait des belles performances, on arrivait à des proportions qui étaient un petit peu élevées. Certains ont allégé leur position, la plupart ont allégé leur position, ne serait-ce que pour sécuriser leur mise. Donc oui, c'est un très très bon produit retraite parce que le produit retraite, c'est une vision de long terme et Bitcoin est un actif de long terme. Et deuxièmement, oui, tout le monde peut en avoir, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir et il faut simplement y aller de manière régulière, acheter de manière régulière et ne mettez pas, en termes de somme investie, plus de 2 à 5%. Investissez ce que vous êtes. Si vous faites une perte totale, vous perdez 2% de votre patrimoine au niveau total, c'est des choses que vous pouvez rattraper assez facilement. On a effectivement sur Radio Patrimoine des investisseurs particuliers, des épargnants qui nous écoutent, et puis aussi quelques-uns de vos petits camarades qui sont peut-être moins avertis que vous en termes de CGP. Alors on va profiter aussi pour eux de votre regard très professionnel. Et c'est vrai que quand on sort un petit peu du commentaire journalier ou régulier des cours, etc., et de son intégration dans un patrimoine, il y a aussi des vraies questions qui se posent sur toutes ces cryptos, et notamment des questions
question de réglementation, de volatilité, d'allocation. Bon, c'est vrai qu'il y a MiCA en Europe, hein, c'est ce règlement européen sur la crypto. On a des obligations de transparence. Enfin, comment est-ce que tout ça doit être considéré? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein majeur un petit peu pour intégrer du Bitcoin vraiment dans une allocation pour ses clients? Est-ce qu'on doit se dire, bah oui, c'est vrai que l'environnement est encore un peu mouvant, pas encore tout à fait stabilisé. Comment est-ce que vous pourriez synthétiser tout cela pour un de vos petits camarades peut-être moins amariné? Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la réglementation a tendance à aller avec l'institutionnalisation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un cadre qui était en train de se mettre en place, nos institutions ne viendraient pas sur cet actif. Donc MiCA, pour imparfait qu'il soit, a le mérite de donner un cadre et a permis à des institutions de venir sur le sujet. Je pense par exemple à Société Générale Forge, plus récemment Banque Populaire, la Banque de Lubac et d'autres intervenants qui sont venus sur le sujet. Donc cette réglementation et cette régulation financière, elle peut avoir du bon pour que les institutionnels viennent. Et ça, c'est le bon côté des choses. Après, il y a d'autres réglementations un peu plus coercitives comme DAC 8 qui va demander à ce que les différentes plateformes réglementées sous MiCA puissent transmettre l'ensemble des informations à l'administration fiscale. Donc là, il y a peut-être quelques mesures d'hygiène à adopter, ne serait-ce que pour la sauvegarde des données personnelles. Et pour mes confrères, ce que je leur dirais, c'est que c'est un actif qui permet de se différencier des autres, d'une part. C'est un actif que l'on peut détenir dans une allocation, bien sûr, de long terme, et je les encourage à le faire, et à le faire soit directement avec des acteurs régulés sous MiCA, soit sous forme de conseil, puisque le conseil, lui, il est possible. Donc, il faut se former et pouvoir faire du conseil. Et nous, bien sûr, nous, on a décidé de les aider en leur donnant accès à notre conseil s'ils le souhaitaient, sous forme de partenariat, bien sûr. Allez, on termine peut-être par un petit conseil en cette fin d'année. Il y en a peut-être qui vont se dire, bah effectivement, il y a eu une baisse. Alors même si vous nous avez dit, oh là là, faut la relativiser, c'est pas un signe alarmant, c'est un épisode dans l'histoire de Bitcoin, etc. Malgré tout, certains peuvent se dire, tiens, c'est une opportunité. Est-ce que je rentre maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à cela? Est-ce qu'il y a quelques règles d'or à ne pas transgresser? Est-ce qu'il y a voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un investisseur doit faire? Il y a souvent des règles de bon sens et malheureusement le bon sens, il n'est pas toujours proche de chez nous, comme une certaine pub du Crédit Agricole pouvait le dire. Et donc, pour revenir à cela, je dirais qu'effectivement, la palisse n'aurait pas dit mieux à 126 000 $ ou à 90 000 $. Il vaut mieux acheter à 90 000. Mais retenez le conseil suivant, qui est un conseil mais vraiment basique et accessible à tous. Si on veut acquérir une crypto, commencez par Bitcoin. C'est la base. Petit 2, si vous voulez acquérir du Bitcoin, faites une acquisition régulière, toutes les semaines. N'allez pas faire en une fois, parce que vous allez être sûrement déçu. Lissez votre prix d'entrée. D'autre part, si vous voulez le faire, faites-le sur plusieurs années. Je m'explique, si j'ai décidé de mettre 2% de mon patrimoine et que ces 2% de mon patrimoine font 20 000 €, je décide d'aller mettre 5 000 € par an, je divise ça par le nombre de semaines, ça veut dire 100 € par mois que je vais mettre sur Bitcoin. Une fois que j'ai compris comment fonctionne Bitcoin, je peux aller sur un deuxième cryptoactif. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les gens qui n'y sont pas allés n'ont pas forcément compris, alors que les gens qui ont commencé à investir sont souvent beaucoup plus curieux pour comprendre et à ce moment-là, prendre les bonnes décisions. Et il n'y a pas on va dire, de cycle typique maintenant, parce que, comme vous nous avez dit, Bitcoin commence à avoir bien mûri, etc. Est-ce qu'il y a un peu d'histoire et on se dit, bah tiens, on fonctionne avec des cycles, certains nous disent des cycles de 4 ans, etc. Est-ce que là, du coup, on ne serait pas au bout d'un premier cycle? Enfin, voilà. Est-ce que le moment est malgré tout bon quand on regarde l'histoire de Bitcoin? Alors, le moment, il est toujours bon comme sur les actions, pour peu qu'on ait du temps devant soi. On devrait terminer un cycle de 4 ans, mais aujourd'hui, il a une forme qui est un petit peu surprenante. Donc, est-ce qu'on va toujours être dans des cycles de 4 ans? Je ne sais pas. Mais la manière dont je vous expliquais d'investir, devrait permettre de lisser est une manière qui vous fera perdre quoi? Un peu d'opportunité si jamais ça monte très fort derrière, mais en tout cas, vous serez dedans. Et si ça descend, vous allez lisser votre prix d'achat de manière tout à fait régulière. Et plus le prix va baisser, plus vous allez acheter un nombre de fractions important. Nous, on pense que Bitcoin a de très beaux jours devant lui. D'abord parce qu'il n'y en a pas un par millionnaire dans le monde.
Il n'y a pas un bitcoin par millionnaire dans le monde. Et qu'aujourd'hui, on trouve 2 fois moins de bitcoin que d'or. Et à partir de 2028, on trouvera 4 fois plus d'or que de bitcoin. Donc, bitcoin est en train de se raréfier à vitesse grand V. Bon, et attention peut-être, dernier petit conseil, peut-être attention à tout ce qui est promesses miraculeuses qu'on peut croiser sur les réseaux, oui. C'est ça, hein? On est bien d'accord. Si vous allez chercher un organisme régulé, vous en avez sur le site de l'AMF, il n'y a rien de miraculeux dans Bitcoin. C'est un actif qui fait des performances que l'on ignore aujourd'hui, on connaît le passé, et n'allez pas sur des offres où on vous dit, c'est sûr, c'est les cryptos qui vont vous faire 50% par an sur les 10 prochains mois. Commencez par la base. La base, c'est Bitcoin. C'est comme si vous deviez acheter une action, commencez par Air Liquide. Et ben là, c'est pareil. Bon. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Louis-Alexandre de Froissart. Donc, merci, Cédric. Voilà, c'est la fin de ce 64e numéro de Cœur de Patrimoine. Un immense merci à nos 2 invités du jour, François Dossou, dont on retiendra que 2025 aura été une année d'équilibre instable. Et puis, merci aussi donc à Louis-Alexandre de Froissart qui nous a rappelé que Bitcoin restait un actif à part, intéressant, et que la chute de 20% n'était pas une catastrophe. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Cœur de Patrimoine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.